Complètement foot. Spécial Jupiler Pro League. Stéphane Breda est en direct sur Vivacité comme chaque dimanche. Stéphane Breda, notre arbitre complètement foot qui nous rejoint. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Avec vous, l'occasion aussi, bien sûr, de débriefer ces deux premières journées, ces deux week-ends de play-off, que ce soit en Europe play-off, on va y venir dans un instant, ou en Champions play-off. On va commencer par ce match qui s'est terminé de manière houleuse, on peut le dire comme ça, il y a un instant, entre l'Antwerp et le Racing Genk. Surtout sur la fin de la rencontre, pour débuter, c'est rouge pour Trésor, rouge pour Ouattara. Ça aura sans doute aussi une influence sur la suite du déroulement de ces play-offs. On y reviendra avec Guillaume et Clément. Justifier, comment vous avez senti la gestion de cette fin de rencontre, Stéphane? Ça s'est poursuivi même dans le couloir pour retourner au vestiaire. Du côté de Limbourgeois, on n'était pas content du tout, et énormément d'influx nerveux distribués dans cette fin de rencontre, et donc aussi des cartons jaunes et des cartons rouges. Votre avis, Stéphane, avant d'en venir aux deux pénaltys? Oui, tout d'abord, je dirais que Eric Lambrechts a géré sa rencontre totalement correctement. Le seul petit reproche peut-être, c'est la première carte qui ne donne pas sur une faute sur Trésor. Et donc sur la rouge que Trésor reçoit, ce n'est pas pour la faute qu'il commet, puisqu'on voit bien l'arbitre qui siffle la faute et l'arbitre ne bouge pas. Et puis on voit qu'il se précipite pour donner un carton. Et malheureusement, au moment où j'ai dû me connecter, je n'ai pas eu accès aux images dans le couloir et ainsi de suite. Donc on voit que c'est pour quelque chose qui se passe après, c'est pas pour la faute. Et la deuxième jaune du numéro 4 de Genk, il venait d'ailleurs de recevoir un carton jaune pour avoir touché l'arbitre. J'imagine que c'est pour protestation, mais malheureusement, en termes d'image sur le couloir, j'ai pas vu. Je ne sais pas. C'est beaucoup de nervosité, de déception un peu mélangée avec l'enthousiasme du public dans cette ferveur aussi, Clément, mais ces cartons rouges ne sont pas illogiques, on peut dire ça comme ça. Non, c'est pas illogique. Je pense que ces deux joueurs-là ont été dépassés par leurs émotions en fin de rencontre. Il y avait énormément de pression sur ce match. Et quand je pense que ces joueurs-là ont senti que la rencontre leur échappait, la victoire leur échappait, et ici la première place aussi, je pense que c'est énormément d'émotions, ils n'ont pas su la contenir malheureusement. On pourrait en reparler, je pense que ça aura un énorme enjeu sur la prochaine sélection et le prochain 11 de Vranken pour le prochain match. Clément Tamon est notre consultant ce soir, avec Guillaume Gauthier, notre invité, journaliste au vif, et puis bien sûr Stéphane Breda. Les Genkois aussi, pas mal de rouspétance, entre autres sur les deux pénaltys accordés, de manière parfois incertaine, où il y a eu quand même un tout petit flou artistique autour de ces deux pénaltys, de la manière de les attribuer. Votre avis, Stéphane, sur les deux pénaltys accordés aux Anversois? Le premier, c'est une faute de contact. Et donc, on prend l'endroit exact de la faute. Il y a un double contact. Il y a un premier contact dans le rectangle et une deuxième faute qui est à l'extérieur du rectangle. Et donc, automatiquement, il siffle la faute et le VAR le corrige puisqu'il n'avait pas pris la bonne décision. Je pense que c'est vraiment une bonne décision du VAR. La première faute a bien lieu dans le rectangle. Il n'y a pas à discuter par rapport à ça. Et sur la deuxième faute, c'est une faute de main, le bras est décollé. On en revient toujours à la même chose. Je pense que le défenseur a difficile de placer son bras lors d'un tacle. C'est compliqué, mais le bras est décollé et touche le ballon. Et dans la règle actuelle, il n'y a pas question d'interprétation. Il doit siffler. Il la siffle d'ailleurs directement. Et le VAR confirme sa bonne décision par rapport au règlement actuel. Pour être complet sur le but annulé de Genk en fin de match, sur ce coup de coude au visage de Jean Buté, si vous l'avez vu, Stéphane, votre avis, but annulé correctement, selon vous, logique? Le but est annulé correctement et je n'aurais même pas été choqué que l'attaquant reçoive un carton rouge sur cette phase, parce que on parle souvent du coude qui peut être utilisé comme une arme. Ce n'est pas en sautant verticalement qu'il touche le gardien. Et si on regarde convenablement, je suis persuadé que sa main est fermée. Et pour moi, c'est un geste d'anti-jeu, de frustration peut-être. Et je n'aurais pas été choqué qu'un carton rouge soit donné sur cette phase.
Votre avis, Clément? Vous étiez... Moi, je suis un peu moins d'accord ici, mais c'est logique. Il a la sensibilité d'arbitre. Moi, j'ai la sensibilité de joueur. Il arrive très souvent, quand on est dans une impulsion pour aller dans un duel aérien, que nos coudes involontairement viennent ouvrir, le corps vient s'ouvrir avec nos bras. Et oui, forcément, il y a coup de coude dans le visage de buter. Mais c'est plus anatomique, je pense, dans l'impulsion du joueur que méchant. Mais finalement, après, si jamais tu aurais voulu décider de donner un carton rouge, il l'a eu par la suite. Donc, l'un dans l'autre, je pense qu'il y a une justice. Débriefing arbitrage avec Stéphane Breda, notre arbitre complètement foot, avec Clément Tamon, avec Guillaume Gauthier, journaliste au vif. Je propose une réaction de joueurs à chaud après ce match. On va l'écouter. Bilal Elkhanous remonter sur l'arbitrage de ce match. Réaction officielle au micro de la Pro League. Réaction, on l'écoute. On savait que ça allait être un match difficile, mais je crois que l'arbitre aussi joue son rôle aujourd'hui. Et voilà, il donne 2 pénaltys que je ne comprends pas. Et puis il fout le match en l'air, mais voilà, on va se concentrer sur la semaine prochaine et essayer d'oublier ce match. Il y avait bien des fautes de pénalty à Bilal, et sur le but annulé, Ouattara donne un coup de coude à Jean Buté. Ces arbitrages-là sont corrects. Peut-être sur ces actions-là, mais il y a encore eu plein d'autres. Et je crois qu'aujourd'hui, ça joue en la faveur d'Anvers. Et j'espère que la semaine prochaine, ça sera en notre faveur. Mais je crois qu'aujourd'hui, il a joué un gros rôle dans le match aussi. Voilà, Bilal Elkhanous donc à chaud, la vie d'un joueur, et bravo à Christine Schrader qui explique de manière très très calme ce dont on vient de parler. Est-ce que rapidement, parce qu'on va revenir à l'arbitrage, mais je veux vous entendre quand même déjà tous les deux sur le sportif. Peut-être d'abord Guillaume, vous n'avez pas vu ce match, mais les conséquences de cette rencontre. Voilà, on a fait l'état du classement, les points pris, les points perdus par le Racing Genk, mais là 2 rouges en fin de rencontre. On a peut-être un peu pété les plombs du côté limbourgeois avec des conséquences, puisqu'on le sait, les 2 prochains matchs ce seront ces rencontres face à l'Union Saint-Gilloise dans la suite de ces Champions Playoffs. Mais c'est difficile en fait la situation dans laquelle se retrouve Genk, qui à un moment avait un matelas de points d'avance assez énorme, qui s'est retrouvé dans la position du chassé, qui est la plus difficile à gérer, surtout pour une équipe qui n'a pas spécialement l'expérience d'être championne. Et je crois que ça leur porte préjudice un peu pour le moment. En plus, il y a eu le départ de Nouachou, il y a la blessure de Cuesta en défense. On parlera sans doute de la prestation de Sadik. Je viens de revoir les images. Il y a eu pas mal d'erreurs à la relance, donc qui sont pas une grande surprise dans son chef. Il y a une grosse perte pour Genk à ce niveau-là, et je pense qu'émotionnellement, c'est une période assez difficile. Et c'est sûr qu'un joueur comme Bilal Elkhanous, c'est la première fois qu'il vit une situation pareille. Je pense que la frustration, elle doit être énorme quand on sort d'un match à l'Antwerp. On a toujours l'image du fait, quand on va à l'Antwerp ou quand on va à Bruges, c'est des matchs où l'arbitrage, on va toujours plus rapidement sentir que le public joue un rôle en faveur de l'équipe à domicile, que ce soit justifié ou non. Et je pense qu'il y a un mélange de frustration qui explique ces réactions. La réaction de Bilal Elkhanous, elle est à chaud, mais elle est après le match. Donc c'est mieux que ceux qui ont réagi avant le coup de sifflet final et qui seront sans doute privés de matchs très importants pour ça. Mais voilà, on sent qu'il y a une gestion émotionnelle du sprint final c'est peut-être à Genk qu'elle est la plus difficile parmi les 3 équipes qui sont encore en lutte pour le titre. Guillaume Gauthier avec Clément Tamon. On reviendra en effet au débriefing complet de ce match. Tout à l'heure, on vous entendra plus longuement. Entre autres, Clément, vous avez suivi cela de près. Donc, victoire du Racing Genk. Victoire de l'Antwerp contre le Racing Genk, score final 2-1. On y reviendra tout à l'heure avec sans doute aussi d'autres réactions. Interview. On poursuit les débriefings arbitrage avec Stéphane Breda, avec les Europe Playoffs. Et hier, ce match entre le Standard de Liège et la Gantoise. Et ces 2 minutes de Monsieur Botterberg qui ont fait parler, qui vont refaire parler, et donc on va en parler aussi ce soir, entre la 49e et la 51e, si je ne dis pas de bêtises, un penalty non sifflé sur Renaud Aymon, un coup de sifflet qui apparemment était involontaire de l'arbitre, s'ensuit un but d'Orban, on annule tout ça, pas de penalty, pas de but, une balle à terre et un entre-deux. Explication sur ces 2 minutes bizarres, voire particulières, et votre avis, Stéphane Breda? Écoutez, j'ai d'abord cherché à comprendre et j'ai eu beaucoup de mal puisque je ne m'attendais pas à ce qu'un arbitre de ce niveau ait un coup de sifflet intempestif. Et c'est le cas.
C'est la seule explication rationnelle qu'il y a dans cette situation, d'où la raison pour laquelle il a redébuté par une balle à terre. Et donc, revenons à la phase. Je suis pas persuadé qu'il y a un penalty sur Renaud Aymon. Je pense plutôt que c'est un contact fortuit à la fin de la phase et que le défenseur a joué son rôle tout à fait normalement. On voit l'arbitre qui ne regarde pas Renaud Aymon et donc on ne peut pas dire qu'il siffle en imaginant qu'il y a une blessure grave ou quoi que ce soit. Et de la manière dont Renaud Aymon tombe, on ne peut pas se dire que la blessure va être grave. Le VAR pourrait checker sur cette phase, mais il ne va pas lui faire interrompre la phase, en tout cas dans les 3-4 secondes qui suivent. Il va attendre l'arrêt de jeu suivant, et si malheureusement la balle ne sortait pas ou il n'y avait pas une faute dans les 30, 40, 50 secondes qui suivent, à un moment donné où il n'y a aucun danger, le VAR dirait écoute, arrête le jeu pour aller voir une phase qui semble problématique. Et donc ce n'est pas une intervention du VAR. Et donc pour recommencer par une balle à terre, ça ne savait être qu'un coup de sifflet intempestif. À ce niveau d'arbitrage, à ce niveau de jeu, c'est surréaliste. Moi je ne sais pas vous dire autre chose, mais je suis persuadé que c'est ça qui s'est passé. Stéphane Brédin, notre arbitre complètement foot. Je me tourne donc d'abord vers le joueur, Clément Timbon, notre consultant ce soir. Qu'est-ce qui s'est passé là, Clément, et comment vous avez réagi en voyant cela ? Je n'avais jamais vécu ce genre de situation. Voilà, je pense que c'est très très rare, surtout à ce niveau-là, ça ne doit jamais arriver. Surtout les conséquences. Ça mène un but de Orban suite à cette décision-là. Ce qui me surprend le plus, c'est que quand il y a un hors-jeu, si tu veux, qu'on peut signaler un hors-jeu, on laisse l'action se terminer. On sait qu'il y a hors-jeu, mais on laisse l'action se terminer. Et après, on revient sur la décision. Ici, c'est une erreur, ok, mais j'ai pas le sentiment, en tout cas, que les joueurs ont été surpris de ce coup de sifflet-là. Tu ne vois pas les joueurs s'arrêter dans leur course. Il y a un duel, donc je crois que ce qui suit, c'est un long ballon sur Orban, qui est au duel, qui gagne son duel et qui va au but. J'ai le sentiment que tous les joueurs jouent le jeu dans l'action. Est-ce que tu penses qu'ils l'entendent ? Toi, moi, qui as joué un match j'ai pas vraiment l'impression. Quand l'arbitre siffle à 55 mètres de toi, ouais, avec l'ambiance qu'il y a dans le stade, en tout cas, la façon dont Bocadi et Orban jouent l'action, on n'a pas l'impression que l'un des deux il va à moitié parce qu'il entend un coup de sifflet. C'est ça, mais même Bodard, tu le vois, dans son duel en 1 contre 1, il y va vraiment franchement. Tu sens qu'il y a vraiment de l'intensité et pas le relâchement de se dire l'arbitre a sifflé. C'est pour ça que je me dis finalement, est-ce qu'on n'aurait pas pu, comme c'est le cas sur un hors-jeu et qu'on laisse l'action se terminer, ici finalement dire ok, bon, il y a une erreur manifeste de l'arbitre qui s'est trompé, qui a été beaucoup trop vite pour siffler, mais finalement il y a un véritable enjeu dans la suite puisqu'il y a un but. Et en plus avec Van Azebroek qui est quand même assez explosif. Il était sympa avec l'arbitre. On va vous le proposer en interview. On va vous le proposer en interview. Il y a pénalty sur Renaud Aymon, Clément ? Stéphane nous dit non. Moi, non, je ne pense pas non plus. Guillaume, il y a pénalty ou pas ? C'est difficile à dire parce que il y a un angle de caméra où on a envie de dire non, un angle de caméra où on a envie de dire oui. C'est vrai. Donc, j'ai l'impression que l'arbitre est très bien placé. Ouais. Parce qu'en fait, il est tout près de cette action-là, ce qui explique qu'il soit très loin au moment où il siffle à l'opposé. Et donc, j'ai l'impression qu'il est dans une position où il est en mesure de prendre la bonne décision. Mais c'est vraiment difficile à dire parce que les deux ralentis donnent une impression contraire et on n'en a pas un où on peut dire formellement qu'il l'accroche à un moment critique. Mais je pense pas que Aymon tombe sans avoir eu de contact. Est-ce que le contact est suffisant ? Ça, c'est encore une autre chose. Vous auriez laissé la phase se dérouler ? Vous auriez validé le but d'Orban dans la suite ? Je crois que c'est Stéphane qui doit nous dire ça, mais je pense qu'en fait, il n'a pas le droit de le faire. Qu'à partir du moment où il siffle, même si peut-être que les joueurs ne l'ont pas entendu à l'opposé, c'est une erreur de procédure, on va dire, si jamais il n'interrompt pas l'action. Stéphane ? C'est assez simple. On entend quand même le coup de sifflet au niveau des images, du résumé. Moi, je suis persuadé, effectivement, les joueurs ne l'entendent pas, mais j'imagine que le public a réagi très fortement au fait qu'on ne sifflait pas sur Aymon, et donc
avec le bruit que ça fait au Standard, c'est normal que les joueurs n'aient pas entendu et aient continué. Mais c'est très simple. Le Standard aurait déposé une réclamation par rapport à cette phase et le match aurait été rejoué. Donc non, il a commis une erreur, il doit l'assumer. Que les joueurs n'aient pas entendu, c'est une chose. Parce qu'il n'a pas voulu la laisser aller et puis choisir sa décision. Ici, il a sifflé, je ne sais pas pourquoi, mais il a sifflé, donc il n'a plus d'autre solution que de reprendre le jeu. Et la seule reprise de jeu possible, c'est la balle à terre. Et donc non, il y aurait eu une erreur d'arbitrage s'il n'avait pas recommencé par balle à terre. Ici, il y a une erreur de l'arbitre, une erreur d'interprétation, mais il n'y a pas une erreur d'arbitrage. Une erreur d'arbitrage peut entraîner un match à rejouer, une erreur d'interprétation, jamais. Stéphane Breda, notre arbitre complètement fou. Stéphane, je sais qu'on a commencé un peu plus tôt que d'habitude. On va vous garder juste après les informations de 21h si vous voulez bien, parce que je veux quand même revenir sur ce match de la semaine dernière, la première journée de play-off, et des explications aussi données après par le département d'arbitrage. Juste écoutez, parce que voilà, on critique souvent Hein Van Azebroek. Parfois il est drôle, parfois il est pas drôle, parfois il fait des compliments qui sont des critiques, parfois il fait des critiques qui sont des compliments. Mais je vous propose d'écouter sa réaction à l'issue de ce match au propos de M. Botterberg sur cette rencontre donc hier. Hein Van Azebroek en interview, on l'écoute. Il a fait une erreur, il a confirmé qu'il a fait une erreur. Donc c'est un grand référé. Hein. Si tu confirmes, j'ai sifflé trop tôt, j'aurais pas dû siffler là. J'aurais dû laisser jouer le jeu. Mais c'est dommage pour lui, c'est dommage pour nous, mais c'est surtout dommage pour Gift aussi. Parce que la manière dont il prend le 1 contre 1 et dont il finit cette occasion-là, ça aurait été son deuxième but. Donc, Mais en sifflant, il reprend par une balle au sol, enfin par une balle à terre. Hein. Il ne reprend pas par un coup franc. Il siffle parce qu'il y a un joueur qui est par terre. Ça, c'est la raison. Mais le joueur, il se laisse tomber. Donc, et là, il a sifflé, il n'aurait pas dû siffler. Si c'était une situation délicate, dangereuse, où la tête avait été touchée, il devait arrêter le jeu, même si on avait une occasion nette. Mais maintenant, il n'y avait pas ce danger-là. Donc là, il a vu, il savait, il a entendu aussi apparemment du VAR qu'il n'aurait pas dû arrêter. Mais voilà, je lui ai dit, je vous pardonne parce que vous avez gagné. Non, j'allais lui pardonner aussi. C'est un arbitre qu'on a déjà eu, c'est un bon arbitre. Pour moi, c'est un des meilleurs. Et voilà, il a fait une erreur et il était grand pour confirmer qu'il a fait une erreur. Donc voilà, c'est oublié. Voilà, Hein Van Azebroek, c'est oublié, dit-il au micro de Vincent Lingonnery. Second degré, selon vous, Hein Van Azebroek, oui ou non? Parce qu'on n'a pas le temps. Oui ou non? C'est facile d'oublier quand il a gagné. Exactement, c'est tout à fait ça. Selon vous, Hein Van Azebroek, oui ou non? Parce qu'on n'a pas le temps. Oui ou non? C'est facile d'oublier quand il a gagné. Exactement, c'est tout à fait ça. Mais on poursuit tout d'abord avec Stéphane Breda, le débriefing arbitrage de ces 2 premières journées de play-off, parce que ce qui a fait aussi beaucoup parler tout au long de la semaine, pour celles et ceux qui n'étaient pas encore en congé ou pour celles qui ont déjà profité de quelques jours, quelques heures de congé, Stéphane, c'est ce premier match du Standard en Europe Play-off, ce déplacement au Cercle de Bruges, score final, je le rappelle, 0-0, et ce penalty non accordé au Cercle aux alentours de la 77e. Avant de vous entendre tous les trois, et entre autres vous, Stéphane Breda, je voudrais vous faire écouter les explications de Bertrand Layec sur cette phase bien précise au micro de Patrick Stein. Vous le savez, le département arbitrage a pris l'habitude, après chaque week-end ou chaque journée de phase classique ou de play-off, de réagir et de donner son avis sur l'une ou l'autre phase. On écoute donc le décryptage de ce qui s'est passé il y a une semaine, à la 77e minute, dans ce match entre le Cercle de Bruges et le Standard. Score final 0-0. On écoute. Lors du match Cercle Standard, 77e minute de jeu, contact dans la surface entre Tchanak et Siquet. Pas de pénalty sifflé. Est-ce que cette décision-là est soutenue par le referee department? Alors c'est clairement une décision terrain qui appartient à l'arbitre, et le PRD aurait bien sûr soutenu la décision de pénalty parce que il y a un contact, il y a un challenge. Donc c'est clairement pour nous une décision terrain que l'arbitre, on aurait préféré que l'arbitre la prenne, bien évidemment. Donc M. Verbomen ne siffle pas le pénalty. Est-ce que M. Laforge, qui était dans le VAR, devait intervenir pour alors donner un penalty au Cercle? Alors là, on est clairement sur une interprétation de l'assistance vidéo, clairement, et il faut déjà dans un premier temps que tout le monde comprenne que toutes les erreurs de terrain ne sont pas systématiquement revisionnées par l'arbitre sur le terrain. Le VAR a une latitude, et donc dans cette phase-là, il a considéré que tous les critères pour les challenge du haut du corps n'était pas réuni, à savoir l'intensité, la force, l'utilisation des bras.
On voit bien que le défenseur de Liège, là, regarde dans un premier temps le ballon et puis après, par un mouvement de son corps, vient toucher l'attaquant du Cercle. Alors certes, c'est spectaculaire, l'attaquant du Cercle est dans les airs, donc automatiquement, ça donne un côté spectaculaire des choses. Donc partant de là, on supporte le fait que le VAR ne soit pas intervenu et l'analyse du VAR en disant que ce n'était pas une erreur claire et évidente de Nathan Verbomen sur le terrain. Voilà, c'est une des premières fois qu'on passe un extrait de ces explications, de ces décryptages proposés entre autres par Bertrand Layec, en tout cas dans ce Complètement Foot, parce que je vais être honnête avec vous, Stéphane Breda, vous qui nous écoutez, Guillaume Clément, je n'y comprends plus rien du tout. Alors Stéphane, s'il vous plaît, éclairez-moi. Il y avait pénalty, il n'y avait pas pénalty, il fallait le donner, il fallait pas le donner, le VAR est là pour corriger les erreurs ou pas? Je suis perdu. Éclairez ma lanterne, s'il vous plaît. Très clairement, il y a un penalty assez impressionnant. Je ne comprends déjà pas qu'on ait besoin du VAR pour le siffler. La vue est dégagée. Il y a un bel angle. L'arbitre n'est pas très loin, mais justement, ce n'est pas une faute de contact de pied. Donc, ce genre de phase, il peut la juger très facilement. Je pense qu'à un moment donné, un président préside ou un responsable prend ses responsabilités. Monsieur Van Azebroek disait tout à l'heure qu'il appréciait que l'arbitre ait reconnu ses erreurs. J'aimerais aussi que Bertrand Layec ait le courage de dire là où c'est complètement planté. Parce qu'il parle que des critères ou un critère ne serait pas rempli. J'aimerais qu'il l'explique alors lors de son intervention, parce que c'est quand même une faute majeure. Je n'ai même pas l'impression que le joueur du Standard se tracasse du ballon, il se tracasse de l'attaquant, qui est complètement déséquilibré alors que lui saute au ballon. Et il est en plein rectangle et donc il y a pénalty et le VAR devait corriger une erreur manifeste de l'arbitre à cette occasion. Merci d'éclairer ma lanterne. Je revois un peu de lumière au bout du tunnel. Clément Timon, le joueur, notre consultant Complètement Foot, votre avis sur cette phase et sur la communication aussi tout autour de ces décisions d'arbitrage et parfois des erreurs. Oui, il y a parfois des erreurs. Clément. L'explication déjà assez floue de Monsieur Layec montre bien qu'il y a déjà une erreur, en tout cas assez notable. Pour moi, il y a clairement faute. Je rejoins totalement Stéphane. Surtout déjà Monsieur Layec qui parle qu'il n'y a pas vraiment d'intensité. Alors moi je suis pas du tout d'accord. Le joueur du Cercle de Bruges donc saute pour dévier le ballon. Il ne se préoccupe que du ballon pendant que le joueur qui est de Chanak vient clairement mettre de l'intensité pour que ce joueur perde, si tu veux, le contrôle du ballon et empêcher ce joueur-là de dévier la balle. Et d'ailleurs, quand il dit aussi, on remarque que le joueur du Cercle de Bruges, dans un mouvement de bassin... non mais c'est assez loufoque cette explication-là. Moi je trouve que finalement, oui, il y a le bassin, tu sens, qui dévie vers un côté, parce que Chanak vient percuter le joueur. Donc pour moi, il y a clairement faute. C'est pas parce que c'est un duel aérien... qu'il n'y a forcément plus de l'intensité. Pour moi, si, il y a vraiment une intensité dans ce duel-là. Et pour moi, il y a clairement penalty. Guillaume Gauthier, sur cette phase et sur les explications ensuite. Moi, je l'ai déjà dit la dernière fois, je comprends pas pourquoi on fait ça. Enfin, je comprends pas pourquoi on désavoue ou essaye de protéger publiquement comme ça des arbitres. Je ramène toujours la situation à la même chose. C'est-à-dire que on n'imagine pas aujourd'hui ou demain Dimitri de Condé faire une vidéo sur le site de Genk en disant Moujad Sadik sur cette phase doit absolument regarder derrière lui et se rendre compte qu'il y a Balikwisha. C'est vrai. Et alors à ce moment-là il refait une passe à Van de Voort, donc c'est une erreur manifeste. Wouter Ranken aurait dû le remplacer. Enfin, ça part d'une bonne intention sans doute pour communiquer un maximum aux fans de foot, mais je pense pas que je pense pas que les supporters du Cercle sont très contents. Je pense pas que si demain Bertrand Layec dit qu'il y avait pénalty sur Renaud Aymon, ça va faire plaisir aux supporters du Standard. Je crois qu'en fait on crée un genre de... Enfin, je comprends l'intention, mais ça n'apporte rien finalement, à part dire par après oui ils se sont trompés. Enfin, peut-être que c'est le rôle de consultant, d'analyste de le dire ou pas. Mais c'est certainement très bizarre que ce soit le supérieur
de l'arbitre qui le dise. Et qu'il le fasse publiquement. En fait, on n'imagine pas ça publiquement dans un autre lien, dans un autre secteur. Moi, j'imagine pas demain ma rédactrice en chef écrire un article sur le site du VIF en disant ce que Guillaume Gauthier a dit à non, 9h10. c'est pas un article, c'est une vidéo. N'importe quoi. C'est complètement fou. Et c'est un peu à ça qu'on arrive ici. Et c'est quelque chose qui personnellement m'échappe. Oui, le Professional Refereeing Department, le PRD donc, voilà, le département des arbitres professionnels. Stéphane Breda, il y a pas mal de choses qui ont évolué, en tout cas dans le sens, voilà, amélioration, changement. Ça ne va sans doute pas s'arrêter là pour la saison prochaine. Stéphane Breda, votre avis sur ce qui s'est passé ces derniers mois et ce qui va sans doute évoluer du côté du PRD pour l'arbitrage en Belgique? La première chose quand même de rappeler qu'il y a quand même énormément de bonnes décisions qui sont prises par les arbitres et par le VAR. Maintenant, au cours des dernières années, les arbitres étaient aidés ou en tout cas cotés au niveau de formateurs étrangers. Des gens qui regardaient les matchs. Moi, je dis que d'être au terrain, ça a une grande importance pour avoir l'ambiance aussi. Ça voudrait dire surtout qu'on n'avait peut-être pas les compétences en Belgique, et ça, je ne le crois pas. Je pense qu'on a toutes les compétences en Belgique pour faire ça. Et puis surtout, on pourrait se dire, depuis 2-3 ans, est-ce que ça nous a amené vraiment quelque chose en plus ? Je ne le pense pas, donc je pense qu'il faut revenir à l'ancienne bonne méthode, d'avoir d'anciens grands arbitres du championnat belge et qui ont été FIFA et qui forment, qui accompagnent, qui aident, qui corrigent nos arbitres. Et donc on va vraisemblablement vers là, puisqu'on revient à ce système, et je m'en réjouis fortement. Il faut continuer ces débriefings publics dans l'ère du temps des réseaux sociaux, et que ne comprennent pas, par exemple, Guillaume ou Clément ici dans ce studio, Stéphane? Je vous ai dit tout à l'heure qu'un président présidait ou qu'un responsable prenait ses responsabilités. Oui, si on prend ses responsabilités et qu'on dit, écoutez, là, il y a ce problème-là, pourquoi il y a eu ce problème-là, et que, évidemment, un arbitre comme un joueur, il n'est pas infaillible, il se trompe. Maintenant, ce que M. Botterberg a fait hier, c'est évidemment très compliqué, parce qu'à ce niveau-là, normalement, ça ne doit jamais arriver. Je n'avais encore jamais vu ça au niveau du football professionnel. Mais voilà, c'est une erreur, et ça ne fait pas de lui un mauvais arbitre. Mais il faut avoir le courage de dire, là, on s'est planté, et je pense qu'on aurait peut-être plus de respect du public parfois et une compréhension au niveau des staffs et des joueurs si on reconnaissait plus facilement ces erreurs et on n'aide pas l'arbitre en ayant des explications comme au Cercle de Bruges la semaine passée. Clément, je veux vous entendre pour clôturer sur ce débat arbitrage et sur la publicité de ces débriefs concernant les arbitres. Votre avis? Non, mais moi je rejoins totalement déjà l'avis de Guillaume sur cet état-là. Et surtout, c'est méchant hein, ce que je dis, mais il faut toujours expliquer pourquoi on paye les gens, hein, tout simplement. Hein. Donc, ces gens-là sont nommés. Monsieur Layek vient de France, vient pas de Belgique. Donc, il faut expliquer pourquoi on le paye. Donc, Monsieur Layek va nous faire des débriefings d'arbitrage, tout simplement. C'est ce qu'il faut. Mais c'est vraiment ça, la vérité. C'est ça, la vérité. Et peut-être que bientôt, il faut toujours en plus mettre, plus le temps passe, plus il faut mettre de monde autour des gens. Que ce soit dans un club, dans un staff, dans une équipe, ici au niveau de l'arbitrage. Donc peut-être que bientôt, on aura un référent à M. Layek qui expliquera les explications de M. Layek. Et ainsi de suite. Donc j'ai l'impression que c'est peut-être une histoire sans fin, mais moi ça me fait rire aussi ces scénarios-là. Et là où Stéphane a raison, c'est que ok, ça peut exister, mais il faut vraiment qu'il y ait des conclusions abouties et pas qu'on en reste à Monsieur l'arbitre a fait telle erreur et point. Non, il faut dire bon, on a tiré telle conclusion, la prochaine fois les arbitres agiront de telle sorte ou de telle autre